Bienvenue, chers auditeurs, pour cet nouvel entretien dans tous nos états sur Inmedia avec une invitée que j'en suis sûr vous allez adorer, Aruna Lipschitz. Aruna, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va à peu près, j'ai un rhume, donc voilà, la voix un peu sexy, à faire avec. En tout cas, ça ira bien au regard des questions, ça sera relativement fluide. Si on doit se moucher, on se mouchera. Boire un coup, on boira. Voilà, le direct, on est dans une petite terrasse à Paris. Nous sommes près du parc Montsouris. Et je suis très heureux de pouvoir vous avoir dans le cadre de cette émission, Aruna. Et on rappellera pour les internautes que dans tous nos états a pour but de pouvoir avoir une personnalité, en l'occurrence vous, je vais vous présenter après, et qui s'exprime sur les différents aspects de sa vie. Il est vrai qu'il est bien joli d'avoir à faire des livres. En plus, vous êtes philosophe, donc de surcroît, on va dire penseuse, penseur, je ne sais pas si on dit au féminin. Et bien voilà, on aborde des concepts. Mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça dans sa vie concrètement? L'occasion pour vous, chers internautes, de voir l'envers du décor, de savoir comment peut-être Aruna gère sa vie dans le cadre de ses relations, son travail, la politique, l'économie, comment elle se nourrit, quel est son rapport à la notoriété, à l'argent, enfin bref, toutes ces questions, nous allons plus ou moins les aborder dans le cadre de cette émission. Alors Aruna, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, alors vous êtes philosophe, spécialisé dans la relation, ou les relations, on va dire la relation humaine, autant dire que c'est un grand défi. Vous êtes auteur, écrivain, productrice. Vous avez fait un court-métrage qui s'intitule It's a Miraculous House. Et vous êtes aujourd'hui sur un court-métrage. Il est fini? Un long métrage. Il est terminé? Il est terminé. Il a besoin de beaucoup de miracles parce que, évidemment, j'ai voulu faire quelque chose pas comme tout le monde et j'ai fait le premier long métrage narratif sans tournage. Il s'intitule La nostalgie de l'ailleurs. Tout un programme. En anglais, Love and Angels, donc ça rajoute de l'infini au programme. Alors, vous êtes reconnu, surtout à travers La Voix de l'amoureux. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment en rapport avec tout ce qui a trait au féminin. Alors, ça tombe bien parce que ça va être un des sujets qu'on va aborder dans le cadre de cette émission au regard de ce début du XXIe siècle et du retour du féminin. Je ne sais pas s'il se fait dans le bon sens, mais vous allez nous dire ce que vous en pensez. En tout cas, il est certain que de nombreuses femmes que j'ai pu rencontrer tout au long de ma carrière, ma jeune carrière, vous reveniez régulièrement dans les bouches, comme si vous étiez, on va dire, une sorte de phare parmi, et surtout les femmes. Je ne sais pas, les retours que vous pouvez avoir vis-à-vis des hommes, peut-être que ça sera aussi une des questions que nous aborderons. Mais en tout cas, vis-à-vis des femmes, ça c'est certain, vous avez laissé et vous laissez encore une empreinte très forte auprès de ces dernières. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez créé, au regard de vos ouvrages, une école qui requiert aujourd'hui 2500 étudiants à travers le monde, approximativement. Un peu plus, 5000 ? Alors, Sarah à côté, qui est votre bras droit, pourrait-on dire. Et qui s'occupe de l'école. Voilà, donc 5000 personnes, c'est beaucoup. Combien de francophones sur les 5000 à peu près? Il faut demander à Sarah. C'est que francophone, parce qu'elle est en français. Voilà, ok. Après, on a 38 pays. 38 pays. Bon, autant dire que la francophonie a de beaux jours devant elle. Alors, ce qui est intéressant, c'est notamment d'où vous venez. Moi, je trouvais ça formidable, et notamment au regard du milieu culturel dans lequel vous avez grandi, donc famille hébraïque, talmudiste et kabbaliste. Alors c'est très intéressant parce qu'avec un père rabbin guérisseur, moi je me suis posé tout de suite la question, alors c'est quoi la place des femmes dans une société avec une tradition patriarcale? Et je me rappelle du film Yentl avec Barbara Streisand, un film d'ailleurs que je vous recommande à tous, qui est assez extraordinaire, et qui montre un petit peu la place de la femme dans cette tradition hébraïque. Alors ça, c'est une chose. Vous avez été inspiré aussi par Deleuze, Derrida, Lacan. Vous avez eu l'occasion peut-être de passer mai 68. Donc, peut-être pas qu'un peu. Vous allez nous en dire, notamment le rapport au corps entre cette époque et celle d'aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes. Et vous avez notamment pris la robe en Inde, auprès d'un swami. Donc vous avez fait vœu de chasteté, vous avez appris ce qu'était la méditation.
Alors ça aussi c'est très intéressant parce que qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de ces primes jeunesse enfin, je tiens à dire votre grand credo, si on peut dire ça comme ça, donc c'est tout ce qui a trait à l'initiation, l'altérité de la relation amoureuse. Donc on va voir toutes ces questions-là maintenant que la présentation est faite. Alors Aruna, on va dire que vous êtes une femme d'un certain âge, ou d'un âge certain, mais ce qui est intéressant quand on a le parcours que vous avez, c'est que vous avez vu notre monde changer. Et que, on va dire que les traditions d'hier n'ont plus trop de mise aujourd'hui, voire peut-être plus du tout. Votre questionnement au regard du terreau culturel, familial dans lequel vous avez évolué, déjà pouvoir s'en détacher, c'est tout un travail. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, si vous estimez vis-à-vis de vous-même que vous y êtes arrivé, mais on va peut-être commencer par ça. Votre rapport, on va dire, à ce terreau familial, culturel, est-ce que c'est quelque chose que l'on devrait tous se défaire, ou séparer le bon grain de l'ivraie? Est-ce que ça a été difficile pour vous, et comment, au regard des jours que nous vivons, avec le recul, vous regardez tout ça? Ouf. Oui, hein. On a combien de temps? Ben, je vous couperai. Je vous couperai. Bon, eh ben, écoutez, comme tout est au commencement, c'est en tous les cas un de mes credos, puisque la quête initiatique, c'est ma référence. Et initiation, initiatique, initio, ça veut dire au commencement. Donc tout est au commencement. Donc je pense que vous avez la super bonne question et qu'elle peut nous garder jusqu'à la fin, parce que le plus difficile, c'est ça. C'est pourquoi on est né dans cette famille-là, pourquoi on a commencé comme ça notre vie. Et ce commencement-là, c'est l'enjeu même de ce qu'on a à faire dans une vie, pour moi. Rien que ça. Rien que ça. Alors, quand vous commencez par cette question, bon, on est à l'essentiel. Je pense que le terreau dans lequel on est né donne toutes les informations pour les inaccomplis à accomplir, pour ce qu'on a à faire dans cette vie. Donc moi, effectivement, je suis né dans une famille religieuse, en fait orthodoxe, juive, de retour de revenu de l'Holocauste. Ça signifie. Et donc, après, qui sont revenus avec rien, avec vraiment rien, et moins que rien, puisque toute la famille de mon père y est passée, sauf un demi-frère, et que ma mère, la moitié de sa famille est passée aussi, voilà. Et qu'ils ont vécu ça très différemment. Ma mère était prisonnière chez les Russes, ce qui était une bénédiction. Donc elle était au Kazakhstan, la prisonnière chez les Russes, ça n'a pas été facile, elle avait 18 ans à l'époque. Et mon père a fui en Russie, mais on n'a jamais rien su. Comment il a passé... et ça c'est resté un secret de famille quelque part, parce qu'il est mort et qu'on ne saura jamais. Donc c'est vrai que je suis née dans une famille avec tout ce poids de l'Holocauste, d'abord, le poids de la religion. Et vous avez parlé d'un rabbin guérisseur, etc. Père, ouais. C'était mon grand-oncle, mais mon père était ministre officiant, donc il chantait pour célébrer le divin dans les synagogues, enfin dans les toutes petites synagogues bien orthodoxes. Et donc je suis née vraiment dans ce bain absolu de mélange de Dieu et de l'Holocauste et de la religion juive. Et donc j'y suis encore. Vous m'avez posé la question, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes arrivé? D'abord, je pense qu'il n'y a pas d'arrivée, premièrement. Je pense que ça n'existe pas quelqu'un qui est arrivé, on n'arrive nulle part. Le voyage d'âme est un long chemin avec des spirales. Et à chaque spirale, plus un arbre grandit, plus ses racines s'enfoncent. Et donc chaque fois qu'on a grandi, eh bien, il y a des racines de plus à aller très subtiles, à aller regarder, à aller épurer, pour aller encore plus loin vers quoi? La conscience infinie, l'amour infini, vers l'infini de qui on est, vers l'infini de l'être que nous sommes profondément. Alors oui, j'en ai bavé, et que c'est sûr que ça a joué sur mon féminin, et sur ma difficulté à laisser mon féminin s'épanouir, et que j'ai fait comme tout le monde. J'ai d'abord fait la révolte, je me suis d'abord rebellée, j'ai tout jeté, enfin bon, je raconte ça dans mes bouquins, j'ai fait un film dont la base c'est la même histoire, c'est toujours la même histoire, jusqu'à ce qu'on s'en libère vraiment. Alors vous allez me dire vraiment, on est arrivé? Non, on n'est pas arrivé, mais comment on sait qu'on s'en libère à chaque spirale? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque spirale il y a un peu plus de paix, c'est-à-dire moins de capacité à rentrer en guerre contre quoi que ce soit et qui que ce soit. C'est-à-dire de sortir de la relation au monde dans le rapport de force
parce que c'est la première réaction, la colère, la violence, la guerre, contre. Et donc le premier critère de ces spirales d'avancement, c'est qu'on est plus en paix. Et la deuxième, c'est la joie. Alors, pour une femme, Une femme de joie. Ah, intéressant, bien choisi. Justement, comment aujourd'hui vous vivez votre position de femme? Est-ce que vous êtes mariée? Est-ce que vous vivez en concubinage? Est-ce que vous avez eu des enfants? Non. Alors, d'abord, j'ai été mariée très court, parce que j'ai été mariée dans le cadre du système religieux de la famille. Okay. Je n'ai pas su dire non, je raconte tout ça dans mes bouquins, je n'ai pas su dire non à mon père, à toute le poids de la lignée qui était là. En plus, il fallait remplacer les disparus de l'Holocauste. Donc, on avait un poids énorme. Donc, dire non face à ce poids, c'était très difficile. Donc, j'ai dit oui, j'avais 18 ans. Je me suis mariée. Mon père a eu un accident de voiture 2 mois après mon mariage. Il en est mort un mois suivant et j'ai divorcé dans la foulée. Donc, oui, j'ai été mariée. Et c'est ce mariage qui a été quelque part le canalisateur de la vie que j'aurais dû avoir, que je ne voulais pas avoir, qu'il ne fallait surtout pas avoir, et comment ne pas l'avoir, c'était compliqué. Donc j'ai divorcé et tout a commencé là, mais avec la mort du père. Alors comment aujourd'hui vous envisagez la relation aux hommes? Et je parle des hommes, pas tant d'une manière générale, peut-être les hommes de votre vie. Est-ce que vous êtes une femme célibataire depuis longue date? Alors j'ai eu quelques grandes relations, j'ai eu un grand amour, enfin voilà, pareil. J'ai eu un grand amour, 2 ou 3 relations très importantes et autant de déceptions. Donc de là, j'ai créé un concept qui s'appelle la nostalgie de l'ailleurs, parce que je me suis rendu compte que sur ce parcours de déception, j'avais ma part à prendre. Parce que c'est facile d'accuser les autres. C'est vrai que les hommes sont insupportables, voilà, ça c'est vrai. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas mûrs, et c'est vrai qu'ils ne sont pas matures, et c'est vrai que c'est compliqué, et c'est vrai qu'ils ne creusent pas, et c'est vrai que tout ce qu'on voudra, tout ça c'est vrai. La question c'est pourquoi ça nous vient à nous? Pourquoi ça vient nous chercher de cette manière-là, plutôt que de cette manière-là, plutôt que de cette manière-là? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre et qu'est-ce que surtout ça vient nous inviter à transformer chez nous? Et donc je pense qu'il y a un grand travail à faire de transformation grâce aux hommes et qu'eux, ils auront à faire leur boulot de leur côté. Alors quand vous décrivez l'homme sous cet aspect, est-ce à dire que c'est parce qu'il est comme il est que vous êtes célibataire? Oui. Je vais vous dire, je travaille parce que j'ai un superviseur, parce que j'estime aussi que tous les gens qui sont, comme vous avez dit, importants, des personnalités et tout, c'est bizarre, ils sont vérifiés par personne. Chaque fois que je leur demande, mais c'est avec qui vous travaillez? Enfin, en général, ils me disent, personne. C'est eux qui sont devenus l'autorité. Moi, j'ai toujours cru et j'ai toujours eu quelqu'un au-dessus de moi pour vérifier. Et donc, j'ai un superviseur et il me disait, parce que j'ai beaucoup travaillé, donc d'abord, c'était tout de ma faute. D'abord, on prend ses responsabilités, on est à l'origine de ce qui nous arrive, etc., etc. Donc, j'ai fait tout le travail sur moi. Et un jour, 10 ans après, il m'a dit, non, là, c'est plus vous. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Il me dit, c'est une question de statistique. Il n'y en a pas beaucoup. Il me dit, au Moyen-Âge, arrivé là où vous êtes aujourd'hui, on serait sorti et vous aviez 3 potentiels dans la journée de chevaliers, prêts à l'amour humain et sexuel avec une femme vraie. Enfin, une femme vraie, ça veut dire une femme qui ne se soumet pas. D'accord. Une femme autonome. Autonome. Mais on est quand même dans cette époque-là de femmes autonomes. Non. Non. Il ne faut pas confondre indépendance et autonomie. Il ne faut pas confondre libération, je viens de 68, il ne faut pas confondre les femmes libérées, dites libérées, avec les femmes autonomes. Et une vraie femme de joie, c'est quand même un challenge pour longtemps et pour encore de longs siècles. Pour vraiment avoir cette joie en soi qui ne dépend de personne. Alors, est-ce qu'une femme on peut penser qu'au regard du travail que vous avez accompli sur vous-même, dans cet esprit de connaissance de soi, vous pourriez aussi être prête à vous engager avec un homme qui effectue aussi un travail. Donc, s'il est arrivé à un certain degré d'autonomie, oui. Parce que sinon, il va avoir besoin de moi. S'il a besoin de moi parce que je suis, entre guillemets, supérieur par rapport à son travail de recherche de soi. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il en est de tous ces élèves que vous avez à travers le monde? Est-ce qu'ils ont besoin de vous? Oui, alors, là, c'est différent. On n'est pas dans la relation intime.
Là, on est dans Ça peut être très intime dans Oui, le c'est cadre d'une vrai. relation entre Non, un il y a de professeur l'intime dans ce type ou de un relation, enseignant. mais c'est une relation d'accompagnement. Et qu'on le veuille ou non, je sais que c'est très embêtant à accepter, mais qu'on le veuille ou non, c'est toujours des relations hiérarchiques. Forcément, puisqu'il y a le demandeur et le demandé. Donc, le demandé, si on vient le chercher, c'est parce qu'on projette un supposé savoir, un supposé pouvoir qu'il a, qui va nous aider. Ce qui est difficile là, c'est un tout autre travail. C'est comment réussir à faire bouger des élèves, enfin des gens qui se mettent en position d'accompagner, pour qu'eux aussi gagnent en autonomie sans perdre la hiérarchie. C'est compliqué comme tout, mais c'est les vrais challenges de l'avenir. C'est comment je vais devenir autonome, donc pas dépendant, sans devenir indépendant. C'est le même problème dans toutes les relations. Mais si dans une relation vraiment de couple amoureux, la hiérarchie est trop grande, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Ouais. Y a eu tous les petits maîtres, tous les petits gourous qui avaient leurs groupies. Hein. Oui, oui, tout à Donc fait. ça va dans les deux sens. Hein. Donc si le système hiérarchique s'inscrit trop dans la relation intime et sexuelle, moi je ne vois pas que ça marche. Ça marche un moment, le temps d'une guérison. Mais le temps d'arriver à l'infini de l'amour, non. Alors comment justement vous envisagez cette notion d'avoir un pouvoir sur, on va dire, ces élèves ou les gens qui des fois aussi vous suivent, vous entourent et qui voient en vous, j'allais dire, une prêtresse qui alors, pourrait avoir Voir différentes Dieu en étiquettes. personne, hein. Pourquoi pas. Voilà. Donc c'est une lourde responsabilité et en même temps, qu'est-ce qui différencie, on va dire, une secte d'un philosophe, même s'il a cette étiquette-là, d'un gourou, hein. Ça reste compliqué, surtout si comme moi on met la relation au cœur du métier d'accompagnement. Tout à fait. Donc la relation, je ne la mets pas en dehors du métier d'accompagnement. J'essaye d'avoir des vraies relations avec mes élèves, avec ceux qui arrivent à cet endroit où ils peuvent penser même avoir une relation avec moi. Parce qu'attendez, c'est pareil, hein, ça va des deux côtés. Moi, je disais à l'époque des sectes, parce que moi, j'ai connu toute l'époque des sectes, hein, la Mivilude, la Mivilude et tout ça, j'ai connu. Hein. Et je disais toujours, mais pourquoi on ne pose pas la question dans l'autre sens? Qu'est-ce qui rend quelqu'un de sectable? De le rendre capable d'être pris dans une secte ou d'être pris dans une dépendance ou d'être pris dans un système de pouvoir et d'abus. Ça demande aussi de prendre sa responsabilité. Et moi, en tous les cas, je la prends comme accompagnante. Parce que je sais que c'est un vrai problème. Et que j'en paye le prix. Parce que je n'arrive pas à avoir vraiment des vraies relations. Du coup, je ne suis pas dans la joie. J'essaye là aussi d'arriver dans la joie. Et ce n'est pas évident. Ça me demande aussi de faire un énorme travail d'autonomie. Traduction. De ne pas avoir besoin de mes élèves. Mais oui. Voilà. Donc moi, je fais mon bout, qui est d'arriver à l'autonomie d'accompagnante, qui est de ne pas avoir besoin de mes élèves, de ne pas me nourrir de ceux dont ils ont besoin, parce que ça nourrit les gens. Il faut bien comprendre qu'on se nourrit Tout à fait, oui. du manque de l'autre, parce que ça permet de parler. Dans Moi, les je me deux sens. souviens, quand j'étais plus jeune, à un moment, je me levais le matin et quand je dis « Oh là là, aujourd'hui, je ne suis pas en force, je m'ennuie, je vais décider d'une conférence. Je vais faire une conférence. » Alors, j'envoyais je ne sais plus s'il y avait des mails ou tout ça à l'époque, je téléphonais, je disais « Ce soir, je fais une conférence sur ça, ce qui s'intéresse. » Il y avait toujours du monde. Et je l'avais faite parce que je m'ennuyais ce matin-là. Et je savais que j'allais me régénérer de m'entendre parler et d'être écoutée. Donc j'ai dû faire un grand travail pour arriver à l'endroit où quand je parle ou quand je reste dans un état de neutralité bienveillante sans attendre du changement de l'autre. Peut-être que ça aussi c'est dû à, comment se dire, aux 20, 30, 40 années que vous avez passé à arpenter le chemin de qui vous êtes. Ben, c'est ça. C'est-à-dire que les besoins sont différents. On va dire que peut-être vous êtes aujourd'hui posé dans, je dirais pas des habitudes, quoique, mais vous avez construit quelque chose. Ce qui laisserait entendre ou supposer que vous n'avez plus besoin de faire des preuves de Oui, la ça femme. a été un grand travail. Ça a été un énorme travail d'arriver de... C'est-à-dire que tout ce travail, tout ce temps-là, j'ai travaillé sur moi. Et c'est pour ça que je dis toujours, mes élèves et les gens qui acceptent d'être accompagnés par moi, j'aurais à leur dire merci de combien ils m'ont fait grandir, combien ils m'ont obligé à grandir. Ben, c'est pareil pour les hommes. À chacun, je pourrais dire merci de combien il m'a obligé à grandir. Mais l'enjeu ultime, c'est cette espèce d'autonomie, d'arriver à cet endroit où on ne se nourrit pas de l'autre, on ne le vampirise pas. Que ce soit homme ou femme? Que ce soit homme ou femme? Que ce soit homme ou femme et que ce soit dans tous les types de relations. Et c'est
Et il y a trop de gens qui confondent l'indépendance avec l'autonomie. Il y a trop de gens qui confondent le partage avec s'auto-nourrir mutuellement. Alors c'est c'est un long chemin. Voilà, je peux juste dire que tous les jours j'avance et tous les jours ça me re-challenge sur quelque chose. Et en particulier, vous parliez des sectes. Moi, vous demandez comment on le vit dans sa vie. Mais moi, je suis en cours d'un grand travail de libération du collectif. J'ai commencé avec la religion juive, les égrégores. On est complètement mangé par les égrégores culturels, politiques. On est mangé par des formes pensées qui font une espèce de bouche vampirique et qui nous entraînent dedans, presque à notre insu. Et donc, ça demande de vraiment être extrêmement alerte sur nos systèmes de croyances, alors qu'en fait, ce n'est pas les nôtres. Et donc, je sors du collectif. Et sortir du collectif, donc de tout ce qui est communauté, comment on garde une notion d'échange, de vivre ensemble, sans que ça devienne un collectif, un on. Hein, je disais toujours, on est un con, mais c'est vraiment ça. Dans cette notion d'altérité vis-à-vis de la notoriété, c'est-à-dire que sans pour autant parler de vos élèves, etc., d'avoir cette aura-là, c'est quelque chose. Est-ce que pour vous, c'est un handicap? Est-ce que, puisqu'on parlait de projection du regard des autres, vous êtes obligé de, j'allais dire, vous promener dans la vie avec ce regard de ce que les autres vont projeter sur vous? Et certains pourraient se dire, ah ça y est, maintenant qu'elle est connue, elle se la pète. C'est une star de la relation, de la vie amoureuse, de la spiritualité, de que sais-je. Comment est-ce que vous gérez le regard des autres vis-à-vis de l'image que les gens ont de vous en tant que grande philosophe, prêtresse de l'amour ou que sais-je? C'est emmerdant. C'est très difficile à gérer parce que c'est difficile de traverser tout ça pour être dans du vrai. Bon, vous avez dit que j'étais productrice, je suis aussi réalisatrice et je connais très très bien ce milieu. J'ai donc fait ce film et je connais beaucoup d'acteurs et ils ont le même problème. Donc je ne citerai pas de nom, mais c'est difficile d'être X ou Y. Et ça demande un travail incessant pour rester vrai et faire la part des choses des gens qui sont amoureux, entre guillemets, ou qui s'approchent de votre image, et des gens qui sont vraiment intéressés à savoir qui vous êtes. C'est très, et qui veulent s'approcher de votre être profond, et qui ont cet éveil de conscience à l'altérité, à l'autre comme autre, au-delà de ces images. Vous savez, cette histoire d'altérité, c'est, à mon sens, l'enjeu actuel le plus important. C'est d'éveiller cette conscience d'altérité. On a beaucoup fait de développement personnel, de travail sur soi, qui suis-je, moi, etc. Bon, c'est pas moi qui jetterai la pierre, hein. J'arrête pas. On n'arrête pas de travailler sur soi. Mais il y a un moment, il faut se dire, et l'autre dans tout ça? Et ça commence par le grand autre. Est-ce que j'ai un lien avec quelqu'un qui me dépasse, justement? Alors là, on est dans tous les trucs de hiérarchie. Quel est mon lien avec le mystère du grand autre? Puis après, il y a l'autre en face. L'étranger absolu, pour toujours. Est-ce que je peux m'intéresser à cette part de cet autre-là? Parce que les images, c'est facile. C'est que des fantasmes et des projections, c'est du cinéma. Hein. Oui, c'est que de la projection permanente. On vit dans un film. Mais le vrai, aller à la quête du vrai de l'autre, s'y intéresser, que l'autre s'intéresse à soi en tant qu'autre, bon, mais ça, c'est l'enjeu, à mon avis, actuel le plus important par rapport à l'avenir de l'humanité. Alors justement, cette altérité, elle est intéressante. Vous nous parliez, on va dire, du pot pourri, j'allais dire, culturel dans lequel vous évoluez, à savoir des penseurs, des artistes, plus ou moins des personnalités, des gens, on va dire, cultivés, qui ont déjà, j'allais dire, pour tomber peut-être sur vos ouvrages et décider de vous contacter, un certain chemin. Maintenant, qu'en est-il de l'altérité des Français, des Français, pour rester juste dans le cadre national, pourrait-on dire? Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on voit des mouvements de grève, on voit des gilets jaunes, on voit les gens qui ont des difficultés dans le cadre des relations avec les politiques, l'économie, le social. Bref, l'altérité, aujourd'hui, l'autre est l'ennemi, et ça, sur tous les niveaux.
Et dans ce sens-là, c'est intéressant parce qu'on pourrait vous dire, oui, mais celle-là, en parlant de vous, elle est privilégiée, qu'est-ce qu'elle ramène, etc. Donc je suis un peu cru dans mes mots, mais ce que je veux dire par là, c'est que quel regard vous portez finalement sur monsieur et madame tout le monde vis-à-vis de cette société, comment elle fonctionne, cette altérité-là? Est-ce que vous y êtes confronté? Comment vous regardez ce qui se passe d'un point de vue économique, sociétal aujourd'hui? Là aussi, d'abord il faut reconnaître que il faut savoir apprécier le fait d'avoir ce privilège de pouvoir faire ce qu'on fait, de parler de ce qu'on fait et de pouvoir s'occuper de tout ça philosophiquement. Je suis extrêmement consciente du privilège que c'est. Parce que quand on a mal à la tête ou qu'on est malade, on ne peut pas parler de développement de soi. Et on ne peut pas travailler à son développement personnel. Idem quand on a faim. Et surtout, pareil quand on a faim, et pareil quand on a peur pour de bonnes raisons. Voilà. Donc, cette histoire d'altérité collective, on va dire, ça ne peut pas exister sans l'éveil intérieur de cette conscience d'altérité. Si je ne l'ai pas pour mon voisin de palier, combien encore moins je l'aurai pour comprendre le monde. Et les gens qui, dans le monde, sont dans une position, Dieu sait, pas privilégiée. Mais là, pareil, je renverrai, c'est toujours il y a toujours deux. On est dans un monde de la dualité, on est toujours deux pour un tango. Il y a toujours un pot et un couvercle. Je me poserai bien la question aussi de combien les gens de l'autre côté, ceux qui ont raison de râler, combien il y a de l'autre pour eux. Combien ils ne sont pas tout seuls à avoir raison. C'est pas évident. Mais la conscience d'altérité, elle doit aller dans les deux sens. Moi, je vois bien de l'autre côté, hein, les riches, les blancs, c'est pareil. C'est comme les femmes qui disent les hommes, c'est pareil. Si c'est pour faire la même chose de l'autre côté, que ce soit dans le mouvement des femmes ou dans le mouvement ouvrier ou dans le mouvement de résistance sous toutes formes et coutures, si c'est pour faire la même chose que ceux qu'on critique, honnêtement, on n'a pas bougé. Alors ça, c'est très intéressant parce que vous me tendez une perche. Ah bon? Oui. Vis-à-vis de ce qui s'est passé en 2019 avec le mouvement MeToo, Balance ton port en France. Alors c'est intéressant parce que même dans la terminologie, ça n'a strictement rien à voir et même dans le positionnement, même si on a comparé ça, on a assimilé ça à la même chose, ça l'est de mon point de vue pas réellement. Mais ce qui est intéressant, c'est votre regard par rapport à ça. Est-ce qu'on peut parler réellement aujourd'hui d'une libération de la femme ou d'un retour de la femme dans ce qu'elle peut incarner de plus sacré? Et si oui, est-ce que la manière, dans la forme, dans le monde des formes, vous convient? De toute façon, on y va. Et c'est pareil pour les mouvements de Gilets jaunes et c'est pareil pour tous ces mouvements. C'est bon que ça arrive. Ça dit ce que ça doit dire. Après ce que ça dit aussi comment vous prenez la responsabilité du comment vous avez raison. Donc ce qui se passe est bien. D'abord, tout ce qui se passe est bien et juste. Ce qu'il faut, c'est comprendre que malheureusement, on a une habitude d'aller toujours d'un côté à l'autre du système de polarité. On est construit comme ça. Et blanc ou noir. Ouais, c'est blanc ou noir. On est construit. La dualité nous a pris la tête et on ne sait pas travailler autrement que d'aller de l'autre côté du pendule jusqu'à l'autre côté du pendule et petit à petit, ça se mettra quelque part au milieu. Et avec la bonne connaissance de la loi, que les extrêmes se touchent. Donc plus on va aller dans les extrêmes en ayant raison, parce que les femmes ont raison, et les gens qui sont dans les gilets jaunes ont raison sur le fond. Mais plus on va aller dans les extrêmes, dans la raison qu'on a raison, plus on va être du même. Parce que les extrêmes se touchent. Oui, bien sûr. Moi, je comprends ce que vous voulez dire. Voilà. Et si on ne comprend pas cette loi-là, c'est qu'on a d'abord, c'est qu'on ne comprend rien aux lois de l'univers, premièrement, et c'est dommage. C'est qu'on travaille sans connaissance. Et les femmes, comme tout le monde, les riches, les pauvres, les machins, les noirs, les blancs, tout le monde devrait les connaître. Et deuxièmement, donc ça c'est la loi de polarité qui permettrait que, voilà. Et puis il y a toujours cette histoire d'altérité. L'autre n'est pas un ennemi, même si on a raison de dire qu'il a tort. Il n'est pas un ennemi pour autant, il n'est pas à tuer pour autant. Ce droit qu'on se donne aujourd'hui de tuer, de liquider si facilement l'autre, moi je me dis mais où on est là? Alors comment est-ce que vous abordez justement, puisqu'on parle de l'autre, l'altérité intervient surtout aujourd'hui avec les GAFA. Alors, Google, Facebook, etc. Et ça sonne l'alarme, c'est le cas de le dire.
Il y a une ambulance, on a besoin d'une ambulance. Ouais. Bah, c'est pareil, c'est bien. On ne va pas aller contre la technologie. C'est formidable. Il y a des choses formidables grâce à ça. Puis il y a les extrêmes. Et puis on ira dans le mur. Les extrêmes, tous les extrémismes finissent toujours dans le mur. Ils créent la guerre, la violence, la mort. C'est une pulsion mortifère qui fait aller dans les extrêmes. Et tout cet endroit où il n'y a pas cette sagesse de l'harmonie des contraires, ça ira dans le mur. Alors vous allez me dire, et alors ce sera bien aussi, parce qu'il faudra bien à ce moment-là bouger. On aura pris le mur dans la gueule, et ça bougera. Donc on ne peut pas faire autrement qu'avec ce qu'on est et ce qu'on a. On en est là. C'est pareil pour ma vie privée, j'en suis là. Je ne pouvais pas faire mieux, je ne pouvais pas faire plus. C'est pareil pour la vie de chacun. Et c'est pareil pour un peuple, c'est pareil pour un pays, c'est pour le monde. Et là où on est, on fait ce qu'on a. Alors on peut regarder ça et se désespérer, et se dire, ah là là, mais moi j'aurais fait mieux. Ben oui, tu parles. On fait ce qu'on peut. On a ça. Moi, la question qui se pose pour moi tous les jours, c'est comment je peux garder, j'ose même pas dire mon optimisme, mon espérance, pour dire un mot plus chrétien, plus christique. Comment je garde mon espérance christique dans l'humanité, comment je ne désespère pas, comment je ne me laisse pas reprendre par ma nostalgie de l'ailleurs, qui est quand même mon truc à moi personnel de désespérance, comment je garde ma joie et comment je fais ce que je peux tous les jours. Alors, est-ce à dire que vous vous servez de votre téléphone, d'aller sur dans les réseaux sociaux avec parcimonie? J'y suis pas. Ah, vous y êtes pas? J'y suis pas du tout. J'ai un Facebook. Parce qu'on m'a obligé, mon équipe m'a obligé d'avoir un Facebook personnel sur lequel je ne vais jamais. Je n'ai pas d'Instagram, je n'ai pas de Twitter, je n'ai pas de tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Le truc immédiat avec du virtuel, les gens virtuels ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le face à face. Oui. Et si dans ma journée, j'ai souri à un étranger, juste parce que il est autre, moi, j'ai fait ce que je pouvais faire dans ma journée. Et ce qui compte pour moi, c'est ça. C'est d'être attentive à ne pas m'être fermée. Quel est votre rapport à l'argent? Qu'est-ce que vous en faites? Parce qu'on peut dire que peut-être une certaine forme de bourgeoisie, vous gagnez bien votre vie. Qu'est-ce que, là où vous l'investissez, pour vous, l'argent, c'est quoi? Ça représente quoi? C'est une énergie comme l'énergie sexuelle. C'est une énergie comme l'énergie d'amour. C'est une énergie, tout dépend ce qu'on en fait. Le problème, c'est pas d'en avoir, même plein les poches, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Le problème, c'est pas de ne pas en avoir, et qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en dit quand on n'en a pas. Et comment on sera quand on en aura. Ça m'intéresse. Ouais. Maintenant, pour ce qui est de l'argent, j'ai aussi, dans ma vie personnelle, passé plusieurs cas, parce que vous l'avez dit, j'ai pris la robe orange à un moment, j'ai été sous-amie, et donc je ne vivais que de donations. J'ai été cohérente, j'avais la chasteté sexuelle pour l'énergie sexuelle pendant quelques temps, j'ai pas pris d'argent, parce que c'était vœu de pauvreté. Et je sais ce que c'est de vivre avec ça. Je l'ai expérimenté, je l'ai vécu. C'est super intéressant. Puis quand je suis revenue à l'altérité, quand je suis revenue au monde, j'ai bien vu que la réalité matérielle, c'était aussi l'argent, comme énergie concrète de l'échange. Alors j'ai dit comment on fait pour reprendre de l'argent en maintenant l'esprit du don et tout en étant solidaire parce qu'il y en a qui n'en ont pas. Et c'est un casse-tête. Alors je suis arrivée à l'heure d'aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, je suis arrivée à la notion de tarif solidaire, par exemple sur mon école en ligne. Et il y en a certains qui m'ont même critiqué en me disant c'est pas du don. J'ai dit toi tu fais du... Je pense que c'est une étape d'arriver tout de suite au don, surtout que moi je l'ai vécu 10 ans. Alors il ne faut pas me raconter d'histoire sur la donation. C'est pas aussi simple que ça non plus. On peut prendre l'autre en otage aussi avec le don et la gratuité. Oui. Et l'histoire de gratuité partout, mais c'est une prise d'otage aussi qui peut manipuler très très facilement. Donc, trouver le bon équilibre encore une fois, sans aller dans les extrêmes. Aujourd'hui, je parle d'un tarif solidaire, c'est-à-dire l'argent ne doit pas être un problème pour ne pas étudier chez moi, par exemple. Donc il y a un prix. Alors voilà, j'ai inventé la notion de prix juste. Alors maintenant, le prix juste, c'est quoi? C'est pas le même pour quelqu'un qui est riche que pour quelqu'un qui est pauvre. Bon, donc le prix juste, il a un créneau entre ceux qui ont moins d'argent et ceux qui ont plus d'argent. Une espèce de truc milieu qui dit le tarif juste, il est entre ça et ça. Parce que le prix bas, il n'est pas juste pour celui qui a une bonne situation. Et le prix juste en haut, il n'est pas juste pour celui qui a moins. Bon, d'accord. Créneau. Et à partir de ce créneau, vous pouvez payer ce que vous voulez. Mais vous savez quel est le tarif juste. Donc du coup, on entre dans l'esprit de la dette. Bon, alors on m'a critiqué, oui, mais tu mets les gens en dette. Mais je lui dis, mais nous aussi, on est en dette. Toute la journée, on respire l'air. On est en dette de vie. On nous a donné la vie
On est en dette de vie tous les jours. Donc peut-être qu'avant d'arriver à la donation, il faut peut-être comprendre d'abord la dette. Il faut peut-être d'abord être en paix avec l'esprit de dette. Oui, c'est vrai que quand quelqu'un me demande un prix solidaire très en dessous du tarif juste, quelque part il est en dette, mais je ne lui demande pas de le payer dans cette vie même. Mais il est en dette, c'est vrai. Il y a la notion d'être redevable. Oui, il est redevable. Mais c'est vrai. Ah oui. Mais on est tous redevables tout le temps. Corps, hein, on et est tant redevable. Tant qu'on n'est pas en paix avec cette idée qu'on est toujours redevable, quelque part, eh ben, ce n'est pas le moment encore de passer à la donation. On n'est pas prêt, je ne suis pas prête, les gens ne sont pas prêts, la société n'est pas prête. Alors pour l'instant, je suis là à dire oui. Eh ben, qui paye ses dettes s'enrichit. Hein. Ça, c'est un proverbe qui vient direct de la grande science initiatique. Ben oui, si je comprends et que je paye mes dettes autrement, d'accord, je ne peux pas payer les cours là, mais je peux faire autre chose. Je suis redevable, ben, je peux avoir de la gratitude ou donner quelque chose à mon voisin de palier. Il faut que ça circule. Je suis en dette. Bon, alors voilà, donc j'en suis là, moi, avec l'argent. Ça, c'est intéressant au regard de l'argent que vous recevez. Maintenant, comment vous le dépensez? Qu'est-ce que vous en faites? Alors, pour vous, c'est quoi le plaisir avec l'argent? Vous parlez d'un moyen. Oui, c'est très important. Moi, mon luxe, alors chacun a son luxe. C'est de définir son endroit. Moi, mon luxe, c'est d'avoir quelqu'un qui vient à la maison, me faire un massage et me donner des cours de yoga particuliers. Voilà. Ça, c'est mon grand luxe. Super. Voilà mon grand luxe. Et je dois avouer, le taxi. Parce que le métro, j'ai du mal vibratoirement. Ça m'est difficile. Voilà. Et puis les gens, ils ne comprennent pas. C'est pas parce que je ne veux pas me mélanger à la masse et à la foule, etc., et que je suis une vedette et que tout ça. Non. C'est parce que ça me prend de l'énergie, ça m'oblige à faire une dépense d'énergie supplémentaire pour me protéger, parce que la vibration, elle n'est quand même pas la meilleure. C'est la réalité. Et donc, toute cette dépense d'énergie que je donne pour prendre un métro, je ne l'ai pas à disposition pour la partager là où c'est mon boulot de la partager. Ouais. Et là où on me demande de la recevoir. D'accord. Donc, je me protège de cette manière-là. Alors voilà, mon autre luxe, c'est le taxi. Mais à part ça... La nourriture. Je crois quand même qu'on dépense. Je vais quand même dire ça. Je crois quand même qu'il faut. Je surveille très fort l'endroit où j'ai trop d'affaires dans mon armoire. Voilà. On a quand même un endroit où on s'est laissé prendre par l'égrégore dont je parlais tout à l'heure, l'égrégore de consommation. Et ça, par exemple, j'ai beaucoup changé dans ma vie. Vous ne verrez plus jamais porter une marque, ni cachée ni pas cachée. Et j'essaye de plus en plus d'être super raisonnable au niveau Par contre, ça ne m'empêche pas le plaisir du shopping. Mais c'est quoi mon nouveau plaisir du shopping? C'est de trouver à très bon marché un truc génial que tout le monde croit que c'est sorti de je ne sais pas où. Voilà. Ça, c'est ma manière. Mais je suis très consciente qu'on dépense trop pour des conneries, quoi. Et on consomme trop. Il y a un problème vraiment avec la consommation. Ça, oui. Qu'est-ce qu'il en est de l'alimentation, justement? Est-ce que Aruna Lipchitz est devenue végétarienne, voire autre chose dans les interpellations maintenant végane, ou elle est encore à manger de la viande, du poisson, bref. Quel regard vous portez sur ce que vous avez dans l'assiette? Écoutez, je vais vous raconter un truc. J'en ai pas beaucoup parlé en interview, donc vous allez avoir un petit peu un scoop. J'ai été végétarienne bien avant que ce soit la mode. J'ai donc eu la robe orange dans les années 80. Je suis partie au Canada. C'est très compliqué. Tout ça, c'est dans mes livres, si ça intéresse vraiment quelqu'un. Mais en tous les cas, j'étais végétarienne depuis déjà 15 ans. J'étais une vraie végétarienne. Et arrivée au Canada, enfin bon bref, je me suis retrouvée avec une maladie auto-immune qui me tombe du ciel, c'est vraiment le cas de le dire, d'où ça me tombe du ciel. Moi qui, je médite, je bois pas, je mange pas, je mange végétarien, je fais tout ce qu'il faut, etc. Je fais des médecines parallèles bien avant tout le monde. Et je tombe sur une maladie auto-immune. C'est pas mal. Pour laquelle on me garantit une greffe de foie. Ah oui. On ne parle pas, ça. Une garantie, biopsie, machin, greffe de foie. Je suis sortie de l'hôpital et j'y suis jamais retournée. Alors qu'on m'avait dit, allez donc dans un groupe de soutien pour les greffés, etc., vous serez mieux prête pour l'opération. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai eu la chance de tomber à ce moment-là au Canada sur un gars qui s'appelle D'Adamo, vous savez, ce type des résus sanguins. Ouais, oui. Le père, oui, pas le fils fait. qui a écrit le livre, okay. Le père, la source. J'ai eu une chance énorme. Donc il prend un petit peu de sang, machin. Il fait ses petits calculs et il me dit, écoutez, je veux bien vous soigner
à une condition, c'est que vous mangiez des protéines matin, midi et soir. Sinon, je ne vous soigne pas. Matin, midi et soir, je suis végétarienne, des protéines quoi? Je remets les œufs, je remets du fromage, d'accord. Oui, bien sûr. Après, tu remets du poisson. Ah oui, d'accord, tu remets du poisson. Je peux vous dire qu'au bout de 6 mois, le poisson, hein, je ne pouvais plus le voir, même en couleur, même de loin. Et un jour, je me suis retrouvée avec ma soeur, mon beau-frère, à un restaurant. Je ne sais plus quoi manger au restaurant. Parce qu'il m'explique que les céréales... Ah oui, j'ai oublié de dire ça. Il m'explique que les céréales, chez moi, se transforment en alcool. Et donc, ça a atteint mon foie. Cirrhose, comme si je buvais en plus, moi qui ne bois pas. Voilà. Je comprends bien. Vous voyez bien les céréales. Oui, je vois tout à fait. Ouais. Voilà. Et donc, je me retrouve, je ne peux pas prendre de céréales, je ne peux pas prendre de pain, je ne peux pas prendre de cerf, je ne peux pas prendre le poisson, je ne peux plus supporter. Qu'est-ce qui reste? Et je vois sur le menu côtelettes d'agneau avec frites. Je dis, oh, je prends des côtelettes d'agneau, j'en pouvais plus. Ça faisait 15 ans que j'ai pris ces côtelettes d'agneau. Et je peux vous dire que tout mon corps a dit merci. À la viande. Moi, c'est pas vrai pour tout le monde. Oui. Moi, j'avais besoin de m'incarner, incarner. J'avais besoin de mettre du carnet in. J'avais besoin de m'incarner. Et cette viande, elle m'a sauvé la vie. Alors, je la mange pas n'importe comment. Donc, je prends pas de la cachère avec tout ça. Mais je fais très attention. J'en mange très peu aujourd'hui parce que Dieu merci, je suis pas greffée du foie, je l'ai jamais été. Et que je peux commencer à en manger un peu moins qu'avant. Mais bien sûr, je mange avec beaucoup de gratitude de la viande. Chaque fois que je sens que je peux, je ne vais pas rajouter beaucoup de céréales parce que ça, je sais que c'est toujours pas bon. Et je me débrouille comme je peux pour manger le plus bio. Alors ça, ce dont je suis sûre, c'est bio. Sauf que bio, pas de pesticides et tout. Ça demande un autre entretien de soi. Oui. C'est pas simple. Et ça ne garantit pas, ça garantit contre rien. Parce que quand une maladie arrive, elle arrive pour nous inviter à quelque chose. Elle ne regarde pas tellement tout ça. Oui, bien sûr, c'est important tout ce qu'on mange et tout, mais le plus important, c'est comment. Parce que si on n'a pas fait le boulot pendant qu'on est végétarien sur notre problème d'incarnation, par exemple, ce qui était mon cas, ben le corps, il dit, pas content. Il te rattrape avec une bonne maladie. Pas prévu, puisque tu fais tout ce qu'il faut bien. Mais oui, mais tout ce que tu fais bien, tu t'es pas demandé comment et pourquoi. Et tu n'es pas dans la conscience de l'enjeu de ce que tu fais. Donc, manger ce qu'on veut, comme on veut, avec conscience. Voilà moi ce que je dis. Parce que chacun est un autre corps, son corps lui dit autre chose. Alors, quand les véganes vont contre médecins et qu'ils vont devenir violents sur les bouchers, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est à nouveau aux extrêmes. Dans les extrêmes. Pourquoi, voilà. Pourquoi nos choix ne conduisent pas à qu'on nous foute la paix, qu'on foute la paix à l'autre? Qu'il y ait de la paix sociale par rapport à nos choix. Mais pour ça, il ne faut pas qu'on fasse contre. Donc c'est toujours la même chose. C'est le comment, c'est la conscience. La conscience et l'amour, c'est un mot galvaudé. Hein. Mais bon, quel est l'amour qu'on met dans ce qu'on fabrique et dans nos choix? Il y a si peu d'amour dans ce qu'on fait. Parce que manger pour se faire violence, par exemple, ou aller se purger pour se faire violence, c'est encore de la violence. Hein. Comment on se parle à soi quand on fait tout ça? Comment on met de l'amour? Alors oui, moi j'en suis là, par exemple. Ça m'a mis très longtemps pour me dire, mais attends, le vrai sujet, c'est comment tu t'aimes. À moi, hein, après tout mon développement personnel, spirituel et tout ce que vous voulez. Mais l'amour de soi, c'est pas ce qu'on croit. C'est pas si simple. C'est comment est-ce qu'on ramène de l'amour en soi. Pas comment je m'aime narcissiquement ou comment je m'aime. Comment on met de l'amour dans ce qu'on fait. Comment on met de l'amour dans la nourriture. Comment on garde un lien d'amour avec tout. Alors, vous avez ça, mentionné... c'est mon truc du jour. C'est intéressant parce que vous avez mentionné... j'ai un autre truc là. Et je précise. Allez-y. Je précise que ça m'a fait faire tout un travail pour passer de l'amour inconditionnel. C'était quand même la tarte à la crème d'une époque spirituelle. L'amour inconditionnel. Soyez dans une relation sans condition, c'est quand même ridicule. Voilà. L'amour universel, tout le monde pareil, oui, d'accord. Donc personne. Encore une fois, hein, je fais vite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du positif dans tout ça. Et puis l'amour christique, quand même, il y a quelqu'un qui est passé par là il y a 2000 ans. Ça a changé quelque chose dans les formes d'amour spirituel du passé, bouddhiste, oriental, etc., etc. Aime ton prochain comme toi-même, là. L'amour christique, c'est quoi? Aujourd'hui, on ne se pose pas assez la question. Mais moi, je parle de cet amour-là, de cet infini d'amour où la lumière et le cœur vont ensemble. Bon, je raccourcis beaucoup, hein. Mais oui, d'être conscient, lumière, et puis du cœur, de la chaleur, dans chaque geste, dans chaque chose qu'on fait, dans chaque chose qu'on prend. Après, on peut manger ce qu'on veut.
faire l'amour autant qu'on veut. On peut tout faire. La question c'est comment. Avec quel mélange de chaleur, de lumière et de cœur. Voilà, c'est tout. Donc on peut, on va dire, transposer la manière dont vous abordez l'alimentation à la manière dont vous vous soignez. Alors, est-ce que vous êtes souvent malade depuis cette époque où vous avez mentionné le problème de foie? Non. J'ai réussi à tenir une santé, comme on va dire, mais le corps vient toujours me dire va regarder ça, va regarder ça. Pour vous, des jeunes... Moi, maintenant, je vous dis, mon enjeu à moi, c'est de ne pas être violente. Même ce que je vais faire pour ma maladie ou pour mes maladies ou pour ce qui peut m'arriver, je sais que mon enjeu à moi, aujourd'hui, contrairement à ce que je faisais avant, un peu staccanovis, s'il faut, c'est toi, machin, je vais prendre mes compléments alimentaires tous les jours et tout. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de savoir si j'arrive à prendre le temps de tenir mon complément alimentaire une seconde dans la main avant de l'avaler. Voilà, ça, c'est mon boulot aujourd'hui. Donc, quoi qu'il m'arrive, et je suis à l'abri de rien, quoi qu'il m'arrive, mon travail aujourd'hui, c'est de savoir si je suis capable de rajouter ce supplément de cœur, d'amour pour moi, dans ce que je prends de compléments alimentaires, de médecine ou de médecin que je vais voir, même d'antibiotiques si nécessaire. Parce que je peux lui donner 2 secondes de rappel que je suis reliée et que je ne suis pas toute seule. Voilà. Parce que je peux faire tout ça en triangulation. Voilà, ça, c'est mon boulot d'aujourd'hui. Alors, dans 10 ans, 20 ans, je vous dirai. Après, je vous parlerai de comment mourir, je ne sais pas, en conscience et avec amour, parce que ça va finir par arriver aussi. Voilà, mais c'est le seul boulot qu'on a à faire. Alors, justement, vous me tendez encore une fois une perche. Je vous remercie. Alors, je ne sais pas si... alors, vous avez parlé de la mort de votre père. Vous avez parlé de votre oncle. J'ai ouï dire que votre mère était partie il n'y a pas si longtemps que ça. 7 ans. Oui. Non, c'est pas longtemps. Donc vous êtes la prochaine. Oui. Vous avez des frères et sœurs? Des frères et sœurs, vous en avez? Une sœur cadette. Comment est-ce que justement vous envisagez, j'imagine auprès des amis qui sont déjà partis, peut-être même par rapport à votre jeune sœur, comment est-ce que vous abordez tout ce qui a trait à la notion de deuil ou la mort, si on peut l'appeler comme ça? Comment je l'aborde? De quel point de vue, vous me demandez? Dans votre vie. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ayez des amis qui viennent vers vous en disant, voilà, j'ai perdu un tel, parmi vos élèves, des pleurs, des chagrins, et forcément, ça peut que dans cette notion d'altérité, vous ramener à vous-même, qui avez perdu, que ça soit par rapport aux grands-parents, votre famille, vous en avez parlé, votre père, votre mère, voilà, vous êtes quelque part la prochaine. Est-ce que vous abordez cette question-là sereinement? Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui viennent vers vous en disant « Aruna, mon Dieu, je suis dans un chagrin ». C'est dommage qu'on fait cette interview aujourd'hui, j'ai cet atelier là-dessus dans 15 jours. Ils m'ont demandé ça que maintenant, parce que je suis à la demande avec mes élèves. Hein. Donc j'attends qu'ils demandent un thème. Je ne fais plus non plus, j'impose plus mes thèmes qui m'intéressent moi en fait. J'attends qu'ils et le thème de la mort, j'ai attendu jusqu'à aujourd'hui, c'est dans 15 jours l'atelier. Donc c'est marrant, je me suis dit, tiens, il a fallu tout ce moment, tout ce temps-là. Et vous savez pourquoi ils me le demandent maintenant? Parce qu'ils sont tous à un âge où leurs parents ne sont pas loin. Ah. Ah ouais. Ils sont tous... Moi, j'ai pris un peu d'avance. Il y a 7 ans, ma maman. Donc voilà. Et puis, il y en a un ou deux qui ont perdu un maman, un papa il n'y a pas si longtemps. Et hop, tout le monde tout d'un coup demande un atelier sur la mort. Et donc, je m'y prépare. Voilà, je vais voir comment ça va se passer, ce que je vais dire. Maintenant, si vous me demandez à titre personnel, parce qu'il y a il faut faire la différence entre ce qu'on peut dire pédagogiquement et où on s'adapte à ce que l'autre peut entendre, veut entendre, mais peut entendre surtout. Merci pour cette subtile précision qui est importante. Hein. Là, je fais l'interview à titre personnel, donc je vous parle en roue libre. Oui. C'est pas de la pédagogie. S'il vous plaît. Donc, comme c'est pas de la pédagogie, je tiens quand même à préciser que quand on est enseignant ou quoi, il y a une adaptation, c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est l'adaptation. S'adapter à ce que l'autre peut entendre aussi. C'est ça l'autre aussi, comme accompagner. Moi, à titre personnel, j'ai fait tout mon boulot comme tout le monde. J'ai eu mes chagrins, j'ai eu mes deuils, j'ai eu mon père, j'ai eu ma mère, j'ai passé les thérapeutes, j'ai passé tout le monde. J'ai fait beaucoup, voilà. Aujourd'hui, là où je suis aujourd'hui, je suis vraiment que dans une dimension spirituelle de la question. Donc aujourd'hui, les mondes deviennent de plus en plus poreux. Je suis obligée de vous parler de ma vie à moi. Alors, je vous demande, dans mon expérience du jour, les mondes deviennent de plus en plus poreux.
Et donc cette réalité des vivants de l'autre côté, mais presque quotidienne. Je travaille avec eux comme avec mes élèves. Il y en a plein qui sont accompagnés maintenant, parce que vu que c'est devenu pour eux, ils viennent me demander. Parce qu'il y en a plein qui étaient très... J'ai plein de potes que j'adorais, hein, qui sont partis. Les gens, les personnalités, les maîtres, les machins, importants. Hein. Donc ils ont tous fait un travail spirituel bien plus élevé, peut-être même probablement bien plus évolué que moi. Sauf que dans l'incarnation, j'ai pris pas mal d'avance. Forcément, parce que c'était mon enjeu d'incarnation. Faire incarner la spiritualité jusque dans la relation et amour humain et sexuel. Eh bien, croyez-moi ou pas, j'en ai quelques-uns de mes potes d'avant que j'ai beaucoup aimé. Je pense à Yvan Amar, je peux le nommer, lui. Je peux le nommer parce que voilà, c'est bien. Et avec Yvan, nous avons un vrai dialogue. Parce que c'était pas évident pour lui de s'incarner. Et donc pour moi, alors là c'est en amitié, donc c'est un accompagnement mutuel, c'est pas un élève. Je suis pas son élève non plus. Mais nous entraînons encore aujourd'hui sur cette question. Et il est là. Donc pour vous, sérénité et joie par rapport à ça? Allez, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Il y a encore si. Je vais vous dire, oui, il y a sérénité et joie. Et maintenant, il y a l'incarné. C'est-à-dire, le corps, lui, il n'en a pas encore autant que moi. C'est-à-dire, c'est le décalage entre là où on est en conscience et dans l'esprit. Et après, il faut traverser au niveau de son âme. Il y a toutes les vieilles mémoires, toutes les vieilles blessures. Et puis ça s'incarne. Et tout ce qu'on n'a pas réussi à finir entre son travail d'âme, de développement personnel et de thérapie, bah, le corps vient nous chercher. Alors, les angoisses le matin, bah oui, j'en ai encore. Mais je ne les gère plus pareil du tout. Encore une fois, c'est le comment. C'est le comment. Alors oui, la peur de la maladie, je ne vous parle pas des peurs. De toute façon, la peur, c'est le gardien du seuil. C'est le vrai sujet. Si on était honnête, on ne s'occuperait que de ça. Nos peurs, il y en a tout le temps. Tout le temps. Et elles viennent nous chercher à chaque tour de spirale à des autres plans, plus subtils, plus différents. Alors au tour de spirale que j'ai fait dernièrement, elles viennent me chercher autrement. Je trouve ça très intéressant. Mais elles partent aussi autrement. Parce que j'ai d'autres outils pour les faire partir autrement et plus vite. Et le jour où elles gâcheront plus ma joie et ma paix intérieure, je me dirai, il y aura autre chose plus tard, mais ça c'est fait. Mais la peur en général, elle reste jusqu'à la fin. Vous avez eu l'occasion de vivre mai 68. Alors ça c'est super intéressant parce que dans le côté contestataire, rebelle, le rapport peut-être au psychédélique, au corps, c'est très intéressant. C'était jouissif, on va le dire clairement. C'est une période. Là, voilà, là, je regarde les nouvelles générations. Vous me parliez de ce regard que j'ai. Oui. Comme c'est dommage qu'ils n'ont jamais eu le goût de ce truc-là. On a vécu un temps formidable. Je ne parle pas de l'idéologie, je ne parle pas des idées. Nanani, on a été trop ceci, on a été trop. Mais vibratoirement, énergétiquement, il y avait une ambiance. C'est pas seulement la libération. Il y avait le sentiment de faire l'histoire, il y avait le sentiment de participer. On a cassé quand même plein de tabous, bien, mal, etc. Et c'est vrai qu'il y avait une jubilation des corps. Il y avait une jubilation de la rencontre. Je ne sais pas où c'est aujourd'hui. C'est quoi, sur Twitter ou sur Tinder, ils arrivent... On pouvait aborder quelqu'un dans la rue, quoi. Mais facile. Bon, alors c'est vrai que peut-être on était au lit 2 jours plus tard, mais c'est pas le sujet. Il n'y a pas une histoire de morale là-dedans, mais une histoire que c'était possible. Il y avait de l'autre, physiquement. Donc moi, je sais pas, ça fait partie des beaux moments, enfin, ça fait partie de ce qui m'a construit d'une manière formidable. Et puis, s'il y avait de l'intellect, il y avait... Attendez, ça réfléchissait, il y avait de la culture. On était à la Cinémathèque 4 fois par semaine, on était à Saint-Michel dans tous les cinémas. Moi, je faisais 3 films par jour. C'était une vie de culture. J'avais des profs, bon, j'ai fait ma thèse de doctorat derrière, etc. Mais Deleuze, enfin, on avait des têtes, il y avait des choses sur lesquelles on pouvait rentrer et réfléchir. On pouvait s'engueuler toute une nuit, on pouvait refaire le monde toute la nuit. Aujourd'hui, ils ont rien, ça lit plus. Les films, il n'y a plus de films, enfin quasiment plus, qui font un effet d'âme. Il n'y a rien qui vient stimuler l'âme de se poser des questions sur t'en es où de ton âme. Et le paradoxe, c'est ça, le 68. C'est même si c'était le corps, ça posait des questions sur son âme.
Et l'amour, quelque part, était la grande question de fond, finalement, de cette affaire-là. Aime ton prochain comme toi-même, jusque où, jusque quand, combien. Mais il y avait en fait, l'amour était la vraie essence qui était derrière. Tout le monde voulait aimer, être aimé. Vous pensez que c'est pas souhaitable ou c'est plus possible, ce genre de revirement de la conscience aujourd'hui? Je ne crois pas que dans l'histoire, on peut faire marche arrière. Je pense que ça se fera autrement, par l'écologie, il va y avoir autre chose, j'espère, qui va allumer la ferveur, qui va donner envie aux jeunes de se dire « et mon âme dans tout ça, et l'amour dans tout ça, et le partage, et le contact dans tout ça, et la jouissance dans tout ça ». Les gens, alors on parle de la joie, mais dans le corps, c'est de la jouissance. Moi, j'ai l'impression, parce que j'accompagne quand même beaucoup de gens, hein. J'ose même pas leur demander comment ça se passe, tellement ça a l'air mortel, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils savent plus ce que c'est que se dénuder, Ils savent plus ce que c'est que chercher... Bizarrement, dans cette époque-là, on cherchait quand même l'extase. Donc ça dit bien que c'était une affaire d'âme, même si ce n'était pas nommé comme ça, et même si c'était complètement laïque. Bon, moi je suis allée après le faire spirituellement parce que j'ai compris qu'il y avait ça derrière. Du coup, moi le message a été très clair. Donc en fait, après 68, je suis partie en Inde. J'ai compris, et je n'étais pas la seule. Oui, il y en a plein qui ont compris ça à ce moment-là. Donc il y a eu un lien entre 68 et toutes ces spiritualités orientales qui sont revenues d'Inde sur le pavé parisien à travers le yoga. C'était une époque génialissime, on a récupéré le yoga du coup. C'est le corps aussi, du coup avec plus de conscience corporelle. Mais c'est pareil, c'était la conscience corporelle, alors vécue autrement. Mais l'enjeu était le même, plus de conscience corporelle, plus de présence d'être dans son corps. Alors, c'est passé ça. Ce que vous me dites, je me permets de vous couper parce qu'il y a des éléments importants. C'est-à-dire que l'apport de l'Orient, j'entends par là la méditation, le tai chi... Je peux prendre votre vin chaud? Vous pouvez, mais il ne doit plus être très chaud. Non, il doit être plus chaud. Bah, ouais. Tout ce qui a trait, on va dire, aux techniques de bien-être. Et la méditation est considérée comme telle aujourd'hui. Vous êtes stressé, allez faire du yoga, allez faire de la méditation, allez faire du tai chi. Mais c'est devenu un truc de consommation. Voilà. Alors comment vous l'envisagez? Pour vous, où est-ce qu'on s'est perdu dans cette histoire? Ça, c'est une bonne question. Je crois que c'est dans la consommation. Je crois qu'on s'est perdu dans l'idée d'individualité mal comprise dans les années 80. On a parlé d'individualisme, d'individualité, d'avoir l'individu. Alors là, ce serait super intéressant de reprendre Jung, qui prenait le terme d'individuation. Individuation, ce n'est pas individualisme. Et je crois qu'on a mélangé individuation, c'est-à-dire s'autonomiser, pour reprendre ce que je disais, avec individualisme. Chacun pour soi. Et Dieu pour tous. On ne sait pas quel Dieu, hein, mais chacun pour soi. Et ce chacun pour soi a tué, a bouffé le truc, quoi. Et du coup, c'est devenu de la consommation pour soi, c'est moi, moi, moi. Du moment que moi, j'ai mon beurre dans les artichauts, ça va, celui du voisin, on s'en fout. C'est devenu un moi, moi, moi. Et ça s'est perdu, je pense, dans la consommation et dans l'idée fausse, une idée fausse, parce que je ne sais pas où étaient les penseurs à ce moment-là. Moi, j'étais au Canada, alors voilà. Et au Canada, on continuait à penser. C'était le moment de la prophétie des Andes et tout. Donc, il y avait tout un... Moi, je n'ai pas vu cette rupture. Je l'ai vu qu'en rentrant, en 2000. Je me suis dit, c'est quoi? On ne lit plus, il n'y a plus de culture, il n'y a plus que de la consommation. Tout est devenu, même le yoga est devenu de la consommation. Tout ça, c'est devenu de la consommation. Les stages, c'est devenu de la consommation. Comme si l'enjeu de vie, de joie, de jouissance, d'amour de l'autre, du meilleur aimer et du meilleur vivre ensemble, était parti. Alors j'ai créé la voie de l'amoureux. Pour accrocher quelque chose qui est aimer, ça s'apprend, et ça commence avec l'altérité et l'autre. Et par rapport au yoga et tout ça, et le grand autre dans tout ça. Et comment je triangule, comment je regarde vers le haut, comment je regarde le ciel. Je n'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris de comment ça s'est passé, je ne suis pas sociologue. Il faudrait peut-être une bonne discussion avec, comment il s'appelle, tant qu'il est encore en vie. Edgar Morin. Voilà, bravo, Edgar Morin. Il aurait peut-être, voilà, le dialogue serait peut-être intéressant parce qu'il aurait des réponses plus sociologiques que moi, anthropologue. Moi, je lutte pour... j'ai lutté pour pas désespérer. Aujourd'hui, je lutte pour maintenir l'espérance dans l'amour humain et sexuel,
dans la joie qui devient jouissance dans les corps. Parce que là, c'est pareil, hein, tous ceux qui parlent d'amour christique, etc., arriver au corps, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Je nommerai personne. Donc, être cohérent avec même la quête d'amour, c'est pas évident. Voilà, ça, c'est mon enjeu à moi aujourd'hui. C'est d'être cohérente avec cet enjeu, de vraiment ouvrir mon cœur, d'être vraiment cohérente jusque dans le corps. Après, bon, même s'il n'y a pas de partenaire. Alors, ce qui est difficile, c'est de le faire en autonomie, sans partenaire. Mais du coup, qu'est-ce que ça m'a obligé à comprendre? Que j'ai à le faire en autonomie totale. Et pas attendre que l'amour soit possible que parce qu'il y a un partenaire. Par exemple. Voilà, ça c'est mon épreuve, l'épreuve qui m'a été donnée, puisqu'il n'y a pas de partenaire. Mais alors, parce qu'il n'y a pas de partenaire, on va pas amener l'amour dans le corps? Non, il y a un problème là. On ne va pas être quelqu'un de vivant vibratoirement? On ne va pas être dans cette joie du vivant, du corps? Moi, là où j'en suis, j'ai l'impression quelquefois, quand je regarde les plus jeunes, que je suis plus vivante qu'eux. Voilà. J'ai plus d'énergie jouissive que... Je dis, mais alors, vous êtes là-bas. Voilà. C'est terrible. Ils ont 40 ans, 50 ans. Ils sont déjà... et surtout en France, avec tout dans la tête, tout dans le mental. Voilà. Alors, je dis alors parce que vous me donnez tellement d'éléments susceptibles. Mais c'est super. Super. Il nous reste 20 minutes. Bon, on peut encore changer le monde. Ah, même pas. On suit à combien là? 1 heure, 10 minutes. Mais c'est pas grave. De toute façon, on n'aura pas tout dit. De toute façon. Mais en tout cas, c'est suffisamment intéressant pour, on va dire, colorer un petit peu ceux et celles qui écouteront cette émission. Vous avez fait mai 68. Vous vous êtes rebellé contre, on va dire, un système. Vous avez aussi fait révolution, littéralement, par rapport au poids de la culture, tradition juive. Et puis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de, on va dire, la révoltée ou de l'empêcheuse de tourner en rond? Et je m'explique. C'est-à-dire que vous mentionnez, voilà, mon but c'est d'être une fille de joie, une femme de joie. Alors j'aime beaucoup, je le reprends parce que je trouve que dans le contexte de la voix de l'amoureuse, c'est magnifique. Et vous avez mentionné que, bah voilà, être en paix, vivre en paix, avec son corps, avec soi, etc. Et toujours dans cette notion d'altérité avec l'autre, eh bien ma foi, qu'est-ce qu'il en est de peut-être l'esprit contestataire qui vous a animé et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que d'être dans la joie et la paix, est-ce que ça veut dire quoi? Laisser faire, laisser tout faire, ne pas se révolter contre ce qu'on estimerait être des injustices sociales, économiques ou politiques, que sais-je? Ce serait bien qu'on se donne rendez-vous dans 1 an, 2 ans, parce que ça, je pourrais vous répondre beaucoup mieux, parce que je commence à peine à arriver à cet endroit de paix, de joie, et j'allais dire avec un concept qui m'a tenu de bâton de pèlerin, qui est la neutralité bienveillante. Donc, je commence à peine à y arriver. Moi, je suis une femme de feu. Donc, de me demander aujourd'hui comment ça va s'alchimiser, eh ben, je ne sais pas. Honnêtement, c'est mon faire connaissance avec moi-même du moment. Je ne sais pas. D'accord. Je pense pas que je pourrais jamais... Bon, alors, je vais vous dire. Donc, quand j'étais rebelle et tout ça, je suis devenue très iconoclaste. C'était mon bâton de pèlerin spirituel et tout. D'ailleurs, c'est pour ça que les spiritualistes m'invitaient 2 fois, la première et la dernière. J'ai donc toujours été... Voilà. Parce que j'avais fait de ce côté iconoclaste, porter une robe orange et manin, puis quand même l'amour sexuel, oui. Et puis d'être moderne à tout prix, malgré ma robe orange et tout ça, d'être moderne. Aujourd'hui, j'ai le contre-coup de ce côté iconoclaste. Je vois qu'il ne faut pas aller trop loin, je reviens. Un juste milieu. J'essaye de trouver un juste milieu un peu plus sage. Pourquoi? Parce que je vois ce que ça m'a ôté. C'est-à-dire, ça m'a ôté... Ça m'a un peu fermé, ça m'a opacifié mon espace avec l'ailleurs. Alors, j'ai passé ma vie à dire qu'il faut en guérir. Ah, maintenant, je dis qu'il faut y revenir un peu. C'est-à-dire, c'est un peu comme la dualité, l'altérité. Oui, les extrêmes, revenir. Et puis peut-être revenir à un peu d'unité quand même. Vous voyez, un peu de transcendance, un peu de mystique quand même.
Oui, après que j'ai dit mysticopété, etc. Voilà. Donc, je suis en train de voir un petit peu, de faire un petit peu le chemin de l'harmonie des contraires par rapport à ce côté iconoclaste qui a été ma signature. Maintenant, vous me demandez comment ça va être avec ce côté feu et toujours en résistance. J'imagine pas que ça puisse passer. J'imagine pas que je puisse arrêter complètement de penser, même si je me dis arrête de poser des questions, t'en as posé assez dans ta vie. Et de temps en temps, c'est bien de ne pas comprendre. Bon. Mais ce que ça va donner, je ne sais pas. Ça va donner quelqu'un d'autre. Et je me regarde et je dis alors, je ne sais pas. Donc je fais connaissance, je ne peux pas vous dire. Honnêtement, je ne répondrai pas honnêtement. Je ne peux pas imaginer que ça passe, parce que je ne suis pas indifférente. Je veux dire, je peux être neutre, bienveillante. Par contre, ce qui a changé, c'est que je peux regarder aujourd'hui cette misère, toutes ces injustices. Moi, les migrants, ça me tue. Voilà, je ne devrais pas le dire comme ça, parce qu'il ne faut pas, faut pas le nommer. Enfin, si je le dis, il ne faudrait pas que ça me tue, justement. Il faudrait que ça me fasse vivre autrement et que je puisse en faire quelque chose. Mais l'histoire des migrants, c'est pour moi une vraie souffrance. Et donc, je sais que c'est très important pour moi d'arriver à un endroit où je ne peux ne plus souffrir. Parce que quand on souffre, on ne peut rien faire, de toute façon. Et tout ce qu'on fera sera mauvais et de mauvais conseils. Tout ce qui vient de la souffrance, en général, ça fait de la violence, ça fait de la rébellion, ça fait tout ça. Donc moi, mon travail à l'heure actuelle, c'est de pouvoir y être sensible sans que ça me blesse. Sensible et pas blessable. Parce que je pense que si on est blessable, on n'est pas efficace. Donc déjà, mon boulot à moi, c'est de... Je pense pas que je pourrais ne pas être sensible. J'ai eu trop de travail pour ôter mon hypersensibilité. Donc si j'arrive déjà à être sensible et pas blessable, je trouverai des moyens de résister autrement. Je ne sais pas lesquels. Est-ce que la politique, ça vous intéresse? Complètement. Non seulement ça, je dis que devenir un amoureux est un acte politique. Parce que ça change la vie de la cité. Donc pour moi, politique, c'est s'intéresser à la vie de la cité. Est-ce à dire que vous votez, que vous mettez un bulletin dans l'urne, que vous lisez les articles, vous vous intéressez, absolument. Droite, gauche, tout ça? Oui. Tout à fait. Ah oui, je regarde les candidats, etc. Et je décide, ça c'est clair. Et je vais voter. Ça c'est très 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 important. Vous savez quand est-ce qu'on a eu le droit de vote, les femmes? En 47. 47? Oui, c'est ça, je crois. Vous vous rendez compte? Et on ne va pas l'utiliser? Ne pas utiliser son droit de vote? Attendez, on s'est assez battu pour. Hein. Pour vous, c'est à l'heure actuelle, nous sommes en démocratie, vous avez le sentiment que nous sommes dans un pays libre? Et dans ce cas, alors ça dépend après de votre réponse, mais est-ce que le vote, est-ce que quelque part c'est pas un jeu de dupes? Est-ce que... Bien sûr, c'est un jeu de dupes. C'est évident que c'est un jeu de dupes. Alors, ça n'empêche pas qu'il faut l'acter. Encore une fois, rien n'est parfait. Bien sûr, c'est un jeu de dupes. Alors pourquoi jouer à un jeu de dupes? Pour acter le seul petit outil de pouvoir qu'on a. Et puis c'est important d'avoir. Vous allez me dire, c'est comme la pilule et tout ça. Je veux dire, et l'avortement. Ce serait mieux sans, mais on l'a. S'il faut, il faut. Voilà. Ce serait bien sûr mieux sans. Mais comment on va trouver, le temps qu'on trouve comment ça sera sans, ce sera. Mais pour l'instant, oui, ce serait mieux qu'on ne soit pas dans ce jeu de dupes. Mais pour l'instant, on n'a que notre bulletin de vote. Enfin, on n'a pas que ça, mais au moins on a ça et on s'est battu pour. C'est important que ça existe. C'est pas parfait. Oh là là, c'est loin d'être parfait. Maintenant, moi, je connais qu'une réponse. Je travaille à... D'abord, je crois énormément à notre impact énergétique. Moi, je vote surtout... Mon vrai vote, c'est le travail vibratoire et énergétique que je fais tous les jours. Je parle au monde tous les jours. Je m'occupe de la politique tous les jours. Je vote tous les jours pour ce qui me semble, pour mon rêve d'humanité. À chaque période, c'est autre chose, voilà. Et mon grand rêve d'humanité par rapport à devenir un amoureux, c'est-à-dire d'être capable d'incarner l'amour dans une réalité relationnelle, je suis sûre que c'est un bon vote pour changer l'humanité. Alors je m'occupe de ça. En fait, on devrait aller voter parce que ça, il ne faut pas lâcher ce qu'on a acquis. Mais pensez qu'il y a 1000 autres manières de voter pour son rêve et pour ce qu'on espère de l'humanité. Et ça, il faut trouver chacun son bout et le faire tous les jours. C'est une conscience, c'est un état de conscience par rapport à notre responsabilité. On est responsable. Tous les jours, je sors et je suis responsable de la merde qu'il y a dans ma rue. C'est-à-dire que vous... Et je vais faire un courrier.
Est-ce à dire que vous êtes... alors, vous avez parlé des migrants. Ouais, je trouve Est-ce ça à dire... terrible. Mais je comprends au regard de votre bagage, on va dire, Et puis culturel. quand je vois des gens de chez moi, des gens qui ont été cachés pendant la guerre, Bah oui. hein, comme enfants, juifs. Et quand je vois leur position aujourd'hui, quelquefois je me dis, mais ils ont oublié ou quoi? Ils ont tout oublié quand ils essayaient d'arriver en Suisse, ils ont tout oublié. Quand ils avaient les passeurs pour arriver dans zone libre, ils ont tout oublié. Qu'est-ce qu'il en est de... alors, l'hypersensible qui est Vous voyez, moi, mon travail, c'est ça. C'est que ça ne me touche plus autant. Donc j'ai du boulot, je ne peux pas vous dire comment ce sera plus tard. Voilà. Excusez-moi pour ce moment-là, mais voilà. Ben on ne peut pas nous empêcher d'être humains. Voilà. Et s'il y a cette, on va dire, peut-être sensiblerie, c'est aussi que ça fait partie de cette mémoire-là, à accueillir et donner de l'amour. Alors bien sûr que ça m'oblige moins à faire mon travail sur ma mémoire, bien sûr que ça vient de ce qui est en moi. Ben oui. Et ça me ramène à un travail sur moi. Et on devrait tous, quand il y a des trucs comme ça sur lesquels on est sensible ou alors révolté, s'occuper de ce que ça réveille en soi. Donc moi, je continue à faire mon boulot, je vous dis, jusqu'à ce que je devienne sensible et non blessable. Et là, je suis sûre que l'alchimie de ma résistance trouvera sa forme, sa nouvelle forme. Qu'est-ce qu'il en est du monde, on va dire, animal et végétal? Bah, pareil. Est-ce que vous avez des animaux chez vous? Non, j'ai pas d'animaux parce que c'est une responsabilité. Bah oui. Et moi, vu que je voyage et tout, je trouverais tout à fait anormal de prendre ce type de responsabilité. Comme j'ai pas d'enfant, hein, j'ai pas le temps. C'est pas mon truc. Voilà, par exemple. La biosphère, alors... Mais pareil, l'écologie, c'est la prochaine étape. Enfin, c'est l'étape. Ce sera peut-être là que se jouera ce qui s'est joué en mai 68. C'est comme ça que je vois un petit peu. C'est sur ce terrain-là. En même temps, quand je les vois et que je vois quelquefois le manque de conscience qu'il peut y avoir. Moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune et que je pensais un peu militer un peu et que j'allais à des réunions écologiques et que tout le monde fumait, je disais il y a un non-sens quand même. Il y a un non-sens. Moi, je sortais de là, je ne pouvais pas respirer. Donc, il y a un non-sens. Donc, j'ai arrêté d'aller aux réunions. Et petit à petit, j'ai arrêté tout court parce qu'il y avait des non-sens relationnels. Donc, tant qu'on n'a pas réussi à l'humain, moi, je veux bien qu'on s'occupe de la terre et des animaux. Mais enfin, continuons à regarder en miroir comment on avance en humanité avec ses proches. Et puis, on sera beaucoup plus crédible par rapport aux animaux et aux végétaux. Mais bien, et la terre. Et la terre. On a... Voilà, c'est bien sûr que ça va vers ça, et bien sûr que c'est nécessaire, et bien sûr que l'interdépendance inclut tous les règnes. Mais quand je vois où on en est encore d'homme à homme, je me dis, gardons un peu d'énergie pour cette partie-là, et on gardera le reste pour les animaux, les plantes et tout. Mais c'est une sorte d'élargissement de conscience. Mais faire les animaux... Mon maître indien disait ça toujours, parce qu'en Inde, il parlait des gens qui passaient leur journée, les hindous, qui ne voulaient pas marcher sur un insecte et tout, ils rentraient à la maison, ils battaient leurs femmes. Il racontait souvent cette histoire. Il dit d'abord qu'on commence à regarder comment on se conduit avec sa femme, après on fera attention à ne pas marcher sur un insecte. Donc j'ai été éduquée comme ça par mon maître indien et je m'en souviens, vous voyez, ça me revient là. Vous avez mentionné tout à l'heure de ce qui vous fait du bien, notamment la manière de dépenser votre argent avec les massages. Oui. Est-ce que vous avez trouvé une manière, qui serait donc personnelle, sur comment vous donner du bien en dehors des massages? Est-ce que pour vous, les voyages, la peinture, la musique, aller vous promener dans la nature, bref, qu'est-ce qui justement apaise Aruna dans, on va dire, son quotidien? Une très bonne question. Je crois que le fait que j'hésite à vous répondre me dit que je n'ai pas encore mis assez d'amour dans moi. C'est tout ce que ça me donne comme réponse immédiate, c'est « Ah, si tu ne peux pas répondre immédiatement, là, c'est que tu n'as pas encore fait suffisamment pour toi. » Donc en fait, plein de choses, mais pas assez nommables pour que je ne me rende pas compte, grâce à votre question, que j'en fais pas assez pour faire du bien à Aruna. Est-ce que... Non, les voyages, non, au contraire. Le cinéma, me passer un bon film,
Ça marche toujours. Je suis quelqu'un du cinéma. Donc un bon film touche mon âme. La musique, oui, parce que c'est... Mais je m'en suis toujours méfiée. Donc il faut que je la réinsère en douceur parce qu'elle m'emmène ailleurs. Et ailleurs, c'est pas se faire du bien ici-bas. Donc tous les trucs... Parce que je pourrais vous répondre très facilement. Ah mais c'est super, non mais merci. Je pourrais vous répondre très facilement ce qui fait du bien à Aruna dans son âme et dans son esprit. Je médite, j'ai du silence, j'ai personne autour de moi, je suis bien. Avec toujours le danger de ne pas être là. Oui. Maintenant, si vous me demandez ce qui me fait du bien dans la vie de tous les jours, j'ai plus de mal à vous répondre. Je n'ai pas fini encore le petit bout là. Donc, dans la vie de tous les jours, c'est vrai. Alors je reviens... Un bon échange humain. J'allais y venir. Parce que j'allais vous parler de vos amis. Pour en vous, fait, oui. une bonne bouffe, des amis, boire un verre de vin, allez, on se fait plaisir, rester dormir à la maison, ou pas non, du c'est tout. pas ça qui le fera. Ce qui le fera, c'est les amis avec qui je peux avoir du vrai et de creuser 5 minutes ensemble. Avec qui je peux avoir Voilà, ce qui me fait vraiment du bien dans cette vie humaine. Je parle de la vie humaine, parce que l'autre, j'en ai plein. Dans la vie humaine, c'est d'avoir une conversation avec quelqu'un en réciprocité, où on a creusé, où on a été vrai, complètement vrai. Ça me régénère, ça me ressource, ça remet en route toute mon espérance dans l'humanité. Et cette amitié-là, ce type d'amitié que j'appelle un peu filiaque, amitié philosophique, qui n'est pas celle de... Hier, par exemple, j'ai passé du temps avec des vieilles amies, on a passé 3 heures à rigoler, à être bien dans un... C'était sympa, mais ça ne me régénère pas autant qu'une demi-heure de conversation ou 10 minutes de conversation avec la personne, par exemple, qui me supervise, que j'appelle mon samouraï, qui ne me fait aucun cadeau, parce qu'il est samouraï, hein, qui me renvoie des miroirs, avec qui maintenant il y a un vrai dialogue, c'est plus la partie hiérarchique, c'est arrondi, parce que le temps a passé, parce que j'ai grandi, parce que voilà, et parce que lui, il arrive à un endroit où il a aussi des endroits où moi je peux renvoyer des miroirs, donc super. Et 10 minutes de conversation avec lui, je me dis, ça m'a fait du bien. C'est un homme donc. C'est un homme. C'est un homme. Et c'est vrai que ça, si j'en avais un petit peu plus, ce serait bien. Des gens avec qui on a 10 minutes de conversation vraie et qui ne vous font pas de cadeaux avec bienveillance sur vous-même, qui essayent de vous connaître vraiment, qui vous connaissent bien, parce qu'ils ont fait l'effort de pénétrer votre altérité, et à qui vous pouvez dire aussi les choses aussi vraies que vous les portez par rapport à eux comme autres. Ça, c'est un petit bout de bonheur humain, absolument délicieux, enfin, vraiment formidable. Alors là, oui, je prends mon pied. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Et j'aimerais aborder une dernière chose, parce que vous aviez mentionné la voie de l'amoureux, hein, l'amour, et notamment dans le fait d'apprendre à se donner de l'amour ou de la joie. Aujourd'hui, on va dire que nous vivons plus ou moins, tout dépend, notamment vous avez parlé de votre hypersensibilité, dans un climat qui pourrait être anxiogène. Qui pourrait être anxiogène. Oui, bien sûr. On n'est pas qui pourrait être, qui est anxiogène. Non, mais je dis, c'est pour ça, tout dépend de à qui on parle. Coronavirus, les retraites, la biosphère, etc. Tout. Et, les pesticides, tout ce qu'on bouffe, on s'empoisonne toute la journée. Et dans ce sens-là, il pourrait, pour certains d'entre nous, y avoir une emprise de tout, parce que c'est tous les éventails. C'est comme si notre monde s'effondrait. On était sur des sables mouvants. Et dans ce sens-là, c'est dire, bon, il n'y a plus d'espoir. Vous avez parlé tout à l'heure de l'espérance. Comment est-ce que vous réussissez ou en tout cas, qu'est-ce que vous diriez plutôt Qu'est-ce que vous diriez auprès de ceux et celles qui écoutent cette émission et qui entendent peut-être votre discours, mais j'entends moi derrière le « oui mais ». Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Mais leur dire pour leur faire du bien ou leur dire pour être vrai? Ah, bonne question. Peut-être l'un et l'autre. Parce que vous voyez le problème, c'est que tout le monde attend des réponses sécurisantes. La sécurité, c'est un poison. On nous bouffe toute la journée, on nous décérèbre, on nous ôte le cerveau, rien qu'avec le mot sécurité.
Toutes les On n'a sauces. pas, tout est insécurisant et tout fait peur. Et donc, comme tout fait peur, eh bien, nous, on va vous donner les solutions. Et moi, je résiste. Je résiste. J'ai tort. Toute mon équipe me le dit. C'est pas bien, c'est pas marketing ce que tu fais. C'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai. Je résiste à nourrir le besoin de sécurité. Alors, si vous me demandez une question pour sécuriser l'angoisse et légitime, réelle, que j'ai moi aussi tous les matins, quand je me réveille, enfin pas tous les matins, mais beaucoup de matins, quand je me réveille, je me dis encore une journée avec cette angoisse au ventre ou au cœur. Et comme tout le monde, la sécurité. Si je pouvais trouver quelque chose qui me sécurise. Moi, je crois qu'il faut résister à ce besoin d'être sécurisé. Il faut avoir le courage de traverser, de vivre l'angoisse. Parce que notre vrai challenge, c'est comment on va être plus fort que cette angoisse. Comment on va réussir à... Vous savez, l'eau chaude et l'eau froide, ça fait de l'eau tiède. Donc on va dire que l'angoisse, elle nous refroidit grave. Comment je vais rajouter du chaud? Voilà mon travail à moi. Et donc si je peux aider des gens qui m'écoutent, que quelque chose les a touchés, mais qu'ils ont tous ces oui mais, parce que je les comprends bien. Hein. Bah oui mais, qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'on ne peut pas vivre sans peur. Bah vis ta peur. Moi je préfère quelqu'un qui me dit j'ai peur, que quelqu'un qui me dit je te casse la gueule et qui ne veut pas reconnaître qu'il me casse la gueule parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur aussi, c'est pour ça qu'il me casse la gueule. C'est pour ça qu'il devient violent, parce qu'il a peur. Lui aussi, il est insécurisé. Ouais. Tout le monde est insécurisé. Et ça conduit à se casser la gueule les uns les autres. Donc moi, je préfère qu'on dise j'ai peur. Alors moi, je vous dis, il y a des matins, je me réveille. Et alors, en ce moment, alors j'ai plein de trucs. Alors par contre, si vous voulez des trucs, oui. Allez-y, allez-y. Et c'est pas des trucs pour sécuriser. C'est pour rajouter de l'eau chaude à l'eau froide. Comment je vais être gagnante? Comment je vais gagner sur cette angoisse? Comment la vie, parce que c'est ça, comment la puissance de vie va gagner sur la puissance de mort dont l'angoisse n'est qu'un symptôme quotidien. Oui. Quotidien. Comment je vais faire gagner la puissance de vie? Ça, c'est mon truc. Alors après, qui j'appelle, par exemple? Qui j'appelle quand j'ai peur? À quoi je me relie quand j'ai peur? Je suis tout seul? Ah ben si tu es tout seul, c'est tout un travail à faire sur le fait que pourquoi tu crois que tu es tout seul? Tu n'es pas tout seul. On n'est pas tout seul. Alors ça, c'est ma croyance à moi. Mais vous me demandez comment moi je fais. C'est sûr que tout seul, on n'y arrivera jamais. La peur, c'est le gardien du seuil. C'est lui qui nous dit ce qu'on est capable d'encaisser. Ça a toujours été considéré dans toutes les traditions comme le gardien du seuil. Donc notre seul adversaire, et adversaire veut dire celui qui se retourne vers nous pour venir nous chercher. Notre seul adversaire, celui qui vient nous chercher, c'est nos peurs. C'est notre seul combat. Il n'y a qu'une victoire à avoir dans la vie, c'est sur nos peurs. Tout le reste, c'est des épiphénomènes, des conséquences. Et donc se dire j'ai peur, c'est la première chose. J'ai peur. Le reconnaître. J'ai peur. Je suis anxieux. Vous arrivez au boulot et vous dites je suis anxieux, j'ai peur, j'ai une crise d'angoisse. La relation ne va pas se faire la même chose au bureau. Ça ne va pas être pareil. Ça va être vrai. Peur. Et puis après, je traverse ma peur. Comment tu la traverses? Tout seul. Ah. Alors là, il faut aller chercher dans cette direction-là. Où je la traverse à coups de médicaments. Alors, après, il faut discuter avec chacun sur sa manière de chercher de la sécurité dans quelque chose. Alors là, vous allez me dire, je cherche de la sécurité dans mes anges. Oui, mais ça marche. Ça marche. Voilà, c'est tout. Donc si ça marche pour quelqu'un ce qu'il fait, ça ne se discute pas. Quoi qu'il fasse, c'est bien. Moi, je développe de plus en plus ma reliance. Je ne suis pas toute seule. Et je demande de l'aide. De l'aide. On ne peut pas tout seul, on a besoin d'aide. Ça s'appelle l'humilité. Il y a un grand manque d'humilité dans notre rapport à nos limites, à nos peurs, à nos angoisses, à nos anxiétés. Il faut accepter d'être vulnérable. Ça évitera d'être violent. C'est-à-dire de partager, vous mentionniez par exemple quelqu'un qui va aller travailler et qui fait part de son émotion de peur ou de stress.
Vous pensez qu'on est dans une On se société réveille qui annihile le fait de devoir accepter de Tout à- vivre ses émotions? Tout à fait. Non seulement on n'a pas le droit de vivre nos émotions, mais surtout il faut être fort. Je ne sais pas d'où c'est venu ce truc-là non plus. Être fort, ça veut dire on n'a pas de peur, pas de machin. On est surhumain, il y a une espèce de notion comme ça. Surtout, en fait, c'est de ne pas être vrai. En fait, je m'en fous des idéologies qui sont derrière. Ce que moi je perçois, c'est juste, on n'a pas le droit d'être vrai. En fait, on n'est pas vrai avec soi-même, on ment tout le temps. À qui on ment? Pourquoi on ment? On ment tout le temps. C'est ça, moi, qui me frappe. Le peu de relations vraies. Vrai veut dire avec vulnérabilité. Ça, c'est entendu ou compris parmi ceux et celles qui vous suivent? Par qui? Celles ou ceux qui vous suivent? J'essaye. Il y a des résistances, des peurs encore présentes? Il y avait des besoins de sécurité. Je ne suis Mm. pas sécurisante. Ah Ils oui, vont chercher la sécurité ailleurs. je comprends. C'est pas sécurisant. Mais pourquoi ce serait honteux de vivre comme quelqu'un qui a peur? Au lieu d'être sécurisé et d'avoir une espèce d'image de ne pas avoir peur. Bah oui, sauf que le matin, il ne le raconte à personne, mais c'est toujours là. Hein. Je sais bien, parce que c'est toujours là chez moi, donc ça m'étonnerait que ce ne soit pas là chez eux. Hein. Bien sûr qu'on a peur, c'est normal d'avoir peur dans un monde pareil, non? Et puis de toute façon, c'est normal d'avoir peur tout le temps, parce qu'on n'a aucune garantie de rien. Oui. C'est normal d'avoir peur, et d'y aller quand même, et de gagner sur la force mortifère de la peur, et de faire de notre adversaire notre allié. Voilà, c'est ça être un guerrier de lumière, un guerrier d'amour, sans en plus s'intoxiquer à l'idée de guerrier, parce que j'ai fait ça aussi. Donc un guerrier qui a déposé les armes. Oui, c'est compliqué, mais c'est ça le chemin. Arona, un grand merci pour avoir répondu présente pour réaliser cette interview. Cette émission sort en mars 2020. Pour ceux et celles qui la verront, est-ce que peut-être il serait intéressant de mentionner votre actualité, que ce soit à travers un livre, conférence, film? Ben, mon film, il est en cours. Il faut aller regarder sur lanostalgiedelailleurs.com pour avoir tous les détails. Il y a toujours besoin d'aide, donc de soutien. Voilà. L'actualité, c'est l'école en ligne. J'ai autre chose, il faut demander à mon assistante ça. J'ai autre chose comme actualité qu'il faudrait... J'ai pas de livre qui va sortir prochainement, donc c'est vraiment mon école en ligne, D'accord. mon actualité. Et puis c'est mon fil du réel. Alors voilà, par exemple, alors, si, ça c'est important. J'ai un petit bout de communication où j'essaye de garder un échange justement avec de l'altérité plus large, collective. Et j'ai élaboré un petit topo, un petit abonnement sur le fil du réel. Alors déjà on me dit c'est pas marketing, il ne faut pas appeler ça le fil du réel. Bon alors on va peut-être changer de titre parce que c'est qu'est-ce que le ciel vous dit en ce moment et à quoi ça vous invite ce que le ciel vous dit en ce moment. Ce qu'il y a dans l'air, c'est dans l'air. D'une manière plus spirituellement, cosmiquement, célestement parlant, c'est dans l'air. À quoi vous êtes invité en ce moment? Alors je me base sur les pleines lunes et les nouvelles lunes. D'accord. Et je donne un petit peu, à travers mon intuition et une lecture du ciel zodiacal et une lecture de ce que je vois dans le monde, de ce qui arrive, un petit peu ce à quoi on est invité pour les 15 jours, parce que c'est de 15 jours en 15 jours. D'accord. Et ça permet, ça permet de faire un vrai travail de creuser, au lieu de chercher à se sécuriser, c'est de se confronter au fait qu'en ce moment, par exemple, on est dans une période très mystique, parce que la nouvelle lune, là, elle est dans le poisson, avec Neptune en poisson, et on est invité à se reposer les questions sur ce que c'est que notre âme. C'est le bon moment pour le faire, en ce moment. C'est le bon moment. Et puis donc, voilà. Donc j'ai ce fil du réel, et je le trouve très important. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi ça bouge pas grave, parce que c'est un truc, voilà, un outil. Vous me dites, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est vraiment un outil, ça coûte 11 € par mois, l'abonnement, hein, et en plus avec tarif solidaire, hein, jusqu'à 1 € par mois. Donc, voilà. Donc l'argent n'est pas Un problème. le vrai problème. Et pourquoi, voilà, si je pouvais aider plus de gens, et là ça aide vraiment, concrètement, puisque c'est l'invitation du moment, c'est pas que la mienne, elle est triangulée, c'est d'accord, il y a mon intuition, d'accord, il y a ce que je capte, d'accord, il y a tout ce que... Comment je peux le dire, mes mots. Mais je sais que c'est juste. Et que c'est un bon petit bâton de pèlerin pour 15 jours, en attendant les 15 prochains jours. Et puis d'être dans le rythme de la saison, dans le rythme du ciel, dans le rythme de l'univers. J'arrive pas à comprendre pourquoi
Voilà, là j'aimerais pouvoir aider beaucoup plus. Ça c'est mon actualité, j'aimerais aider beaucoup plus de gens. Voilà Internet, que ça puisse permettre d'aider beaucoup de monde sans que ça oblige à se déplacer, faire des stages, etc. Alors ça c'est une actualité qui me tient à cœur. Alors peut-être qu'il faut changer le nom sur le fil du réel, parce que c'était l'idée comment le réel joue avec notre réalité, comment le ciel joue avec la terre, à quoi nous invite le ciel en ce moment. Moi, je travaille comme ça, je regarde. Il y a l'air du temps. Il y a des choses qui sont à faire à une certaine époque et pas à une autre. Voilà. Et faire ça, ça aide. Vous me demandiez comment ça peut aider avec les peurs, les anxiétés, etc. Ça aide, d'être en reliance. De ne pas faire tout seul, de faire avec... Vous voyez, par exemple, j'ai un petit groupe de travail avec qui je travaille pour essayer de devenir cohérent. Alors, je parle des gens, là, les fameuses personnalités que vous interviewez. Des gens de ce niveau-là et avec qui on essaye d'être cohérent avec ce qu'on raconte dans notre manière de gérer le groupe. Et hier, on se disait, groupe, c'est pas un bon mot parce que ça ramène tout ce truc collectif, machin et tout. Et on a trouvé le mot constellation. On est une constellation. On se constelle. Eh bien oui, mais constelle, c'est avec les étoiles et tout. C'est de l'interdépendance avec les étoiles. Eh bien, quand on arrive à travailler comme ça, on devient plus infini. Ah, c'est marrant, ça me fait penser à Ecclésia. Rassemblement. Ah oui? Ouais. Constellation, rassemblement, c'est comme ça que je l'entends. Oui, mais c'est un assemblement interdépendant où chacun est une petite étoile et ça fait le ciel. Et Tout à fait. Le ciel nous dit quelque chose qui tient compte aussi de toute cette constellation humaine. Et si nous, on tenait un peu compte de la constellation céleste, eh ben, je pense que ça nous aiderait avec les angoisses, ça nous aiderait avec notre avancement, avec notre façon de devenir des hommes et des femmes de joie. Un grand merci à Rona. Et de paix. De paix. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de paix pour cette année 2020, aussi de la joie, ça frappe au carreau. Et puis, voilà, en tout cas, on se tiendra au courant en fonction de l'évolution de votre travail. Et moi, j'en souhaite à tout le monde parce que c'est important. Et surtout, ayez le courage de vos peurs. Ne cherchez pas à tout de suite les évacuer. Au revoir, Rona. Merci à vous. Au revoir. Voilà, pour tous ceux et celles qui nous suivent, eh bien, ça sera pour une prochaine émission, un prochain dans tous nos états. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.